va, Jules? Ça va et toi? Ça me permet de t'appeler Ju en fait. Mais bien sûr, tant que c'est pas Juju, c'est good. Ah ok, ça va. Ouais. Bon ben Ju. Juliette, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Ouais. tu es donc créatrice de contenu pour ne pas dire influenceuse. Oh, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Non. Et surtout, tu as créé un chouette atelier que je n'ai pas encore fait et qui s'appelle The Upcycling Lab. En gros, tu Exactement. parles de mode durable. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et surtout, comment est-ce que toi, tu te définirais un petit peu plus en tant que personne, en tant que En Juliette? tant que personne. Mais oui, en tant que Juliette. Grosse question, hein, un peu question de la vie en vrai. Ça me dérange pas tant le terme influenceuse parce que voilà, disons ce qu'il est quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on crée du contenu, on peut influencer. Et moi, je suis contente d'avoir eu pas mal de personnes qui m'ont dit que j'ai influencé leur consommation de mode. Du coup, je me définis comme une créatrice de contenu dans la durabilité, principalement dans la mode, et fondatrice du projet The Upcycling Lab. Je pense qu'on va en parler un peu après, mais qui tourne autour de la revalorisation du textile. Ok. In a nutshell. Voilà. Et toi, du coup? Moi, Oui. je me définis par mon activité. Enfin, pour moi, ça fait partie intégrante de moi. Donc, je dirais que c'est dur de se définir sans sa fonction. C'est dur. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Genre, pour moi, ça fait partie de moi, mais je dirais que je suis une jeune femme bruxelloise, créative, pleine d'espoir et qui tente de faire bouger les choses. Trop bien. Bah, moi, ça me va. Hein, c'est déjà Ça te pas va? mal. C'est bon, à fond. top. En parlant de faire bouger les choses, c'est quoi en fait la mode durable, éthique et qu'est-ce qui n'est pas durable ou éthique? C'est un peu une grosse question. Ouais. C'est peut-être bien pour commencer. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc la mode durable ou la slow fashion, donc la mode lente comme on peut l'appeler, ça englobe pas mal de choses. Hein. Mais c'est un peu toutes les alternatives qui se sont présentées à nous lorsqu'il y a eu l'avènement de la fast fashion, donc la mode rapide. Donc on a un peu les deux opposés. Donc moi je me focus sur la mode durable, donc c'est toutes les solutions qui existent pour pouvoir s'habiller de manière respectueuse pour l'homme et la planète. Donc, ça va être plein de solutions. Ça peut être la seconde main, ça peut être la couture, ça peut être l'upcycling dont on discutera après, ça peut être la location de vêtements, ça peut être une marque éthique. Une marque éthique, ça englobe aussi de nouveau beaucoup de choses. On a des productions plus locales, européennes, qui respectent les normes environnementales, mais aussi sociales. Donc, c'est People and Planet. Et donc, ce mouvement est donc en opposition avec celui de la fast fashion, la mode jetable, la mode rapide, qui est du coup, en fait, enfin, je peux déjà l'expliquer là maintenant. Bien sûr, sans toi libre. T'es comme chez toi. Voilà. Donc, la fast fashion, c'est un peu, comment expliquer ça? C'est un problème qui, moi, m'a beaucoup intéressée quand j'étais plus jeune, parce que de base, j'étais très consommatrice de cette fast fashion. J'allais tout le temps chez Zara, H&M, je me définissais par ma consommation, sûrement pour assouvir un besoin que je n'avais pas pu assouvir. J'avais pas été assez créative, assez ci, assez ça. Je voulais être styliste, j'avais pas pris le pli de l'être. Donc je suis restée sur le banc de cette consommation et donc j'ai surconsommé cette fast fashion. Donc la fast fashion, c'est une mode rapide qui a en fait plein de problématiques. Donc déjà on est sur une mode une industrie en fait, qui produit énormément de vêtements dans un temps record et qui nous propose toujours plus de tendances. Donc actuellement, par exemple, un exemple que tout le monde peut connaître, Zara nous propose des nouvelles collections toutes les 2 semaines en magasin. Donc toutes les 2 semaines, on a des nouveaux arrivages, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec ça. C'est que du coup, la production, elle est délocalisée, elle est à l'autre bout de la planète. Elle utilise des produits chimiques pour teindre les vêtements, mais aussi pour produire des nouvelles matières. Parce que du coup, cette mode jetable n'utilise pas des matériaux biologiquement, lentement élevés, on va dire, à partir du sol. On n'est pas du tout dans une agriculture régénérative. On est dans des matières qui sont créées à partir de matières fossiles. Et donc, ce sont des matières qui ne sont pas naturelles, donc polyester, nylon, élastane, etc. Donc, ce sont des matières qui ne peuvent pas être biodégradables, qui sont très dures à recycler. Parce que du coup, cette mode jetable a tendance à combiner différentes composantes. Et quand un vêtement n'a pas une seule composante, c'est très dur de le recycler de nouveau. Okay. Cette mode, du coup, comme je disais, ces ateliers de production sont délocalisés, enfin ces usines de production, on va plutôt dire ça comme ça. Ouais.
Donc, les gens qui travaillent, les ouvriers textiles, sont des gens qui travaillent dans des conditions très compliquées. On n'est pas du tout sur un 9 to 5 comme en Europe. Hein. Ouais. On est sur beaucoup plus d'heures, un salaire beaucoup plus bas et des conditions de travail déplorables. Donc, comme je disais, les heures sont beaucoup plus intenses. Les jours de travail aussi, on n'est pas du tout sur un lundi au vendredi, quoi. Ouais. Et les conditions de travail et les conditions de sécurité ne sont pas du tout respectées. Il y a eu un événement qui a été vraiment l'emblème, qui nous a mis tous la puce à l'oreille. C'est en 2013, l'effondrement du Rana Plaza, une usine au Bangladesh qui s'est effondrée et qui du coup a causé la mort de plein d'ouvriers textiles, mais qui a aussi élevé les consciences sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Ouais. Et donc, du coup, comme on est sur un mode de production très rapide avec une grosse quantité, les vêtements sont de qualité très médiocre. On a des coutures assez simples, des matières qui ne sont pas de bonne qualité. Donc du coup, le vêtement ne tient pas longtemps et donc se retrouve très vite dans des décharges, jeté, impossible à recycler. Et donc il pollue notre air et notre terre. Okay. Donc voilà, et puis on est aussi sur des vêtements donc, de composition chimique qui libèrent des microfibres dans l'eau, que les poissons vont ingérer, qu'on va ingérer par la suite. Donc, voilà. plein de problèmes, quoi. Voilà. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait, je crois que c'est au Chili, un désert où Ouais. on va balancer tous les vêtements. Ouais, le désert d'Atacama, ouais. Et apparemment, c'est horrible, ils enfouissent les vêtements, c'est ça? Ils enterrent ou ils brûlent. Et donc, parce qu'en fait, ces vêtements sont d'une qualité tellement déplorable que c'est pas revendable par les communautés, c'est pas reportable parce que c'est abîmé. Donc, on ne sait pas quoi en faire, donc on les enterre ou on les brûle. Et donc, ça pollue les nappes phréatiques et tout ce qu'il y a autour, quoi. Je vais te poser une question pas facile. Dis-moi. Vas-y, prends le temps. Qu'est-ce que tu dis à des gens qui disent... tu leur parles de cette problématique, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont au courant. Il suffit de regarder dans nos étiquettes, hein, c'est Made in China, Made in Bangladesh, on sait que ça vient de loin. Grosso modo, la plupart des gens ont au moins cette petite conscience, Ouais. on a quand même plus ou moins compris. Qu'est-ce que tu dis à ces gens qui disent « Ouais, mais je m'en fous, c'est pas mon problème ». Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes? Je m'en fous, c'est pas mon problème. Ou c'est loin, ça me touche pas, tu vois, je sais pas. En fait, je pense que... j'ai pas eu beaucoup de discussions où les gens pouvaient vraiment arriver à me dire c'est pas mon problème. Parce que je travaille pas mal avec des jeunes, en maison de jeunes notamment, à Liège. Donc des jeunes où la sensibilisation, elle est pas pareille dans les familles, etc. Primark et Zara, par exemple, sont un peu des références où on se pose pas trop la question. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ces gens ne se sentent pas concernés. J'ai l'impression qu'ils sont juste un peu paralysés face aux solutions. Ouais, c'est ça. Je pense que ça nous concerne. Déjà, j'explique du coup à ce genre de personnes, si on me dit qu'on ne se sent pas concerné, je dis on s'habille tous. Donc à partir du moment où tu mets ce vêtement, tu es déjà concerné. S'ils n'ont pas l'impression de voir du coup les conséquences, vu que c'est souvent au-delà de nos frontières, c'est vrai que là c'est un peu compliqué, mais du coup j'essaye justement de les sensibiliser avec l'information, en montrant des images. Mais finalement, j'ai rarement des gens qui me disent qu'ils ne se sentent pas concernés. J'ai plutôt des gens qui me disent, écoute, moi, oui, je sais, mais la solution, je l'ai pas. Pour moi, c'est trop cher. C'est souvent ce genre de solution-là, de problématique-là, moi, dont on vient me parler. J'allais justement te poser la question du prix aussi, parce que je sais pas si tu te rappelles, j'avais justement été à une conférence où tu parlais avec Maïté, que j'ai invitée ici aussi. Et tu m'avais parlé du fait de ce prix d'un t-shirt, etc. Tu peux nous réexpliquer un peu justement cette notion du prix qui est un petit peu peut-être... C'est très problématique comme question et je pense que c'est hyper important d'en parler parce que je trouve qu'on est à une époque où s'habiller durablement, ça ne peut pas être juste pour les privilégiés. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Donc déjà, la première chose, je trouve que c'est important de parler de ce fait, c'est vrai que la mode durable n'est pas toujours accessible. Mais du coup, il y a un peu deux arguments qui viennent, en tout cas moi quand je fais face à ce genre de questions. Il y a soit donc, cet argument, donc, comme je te parlais du prix, on parle toujours de prix d'achat. On voit toujours le prix d'achat. Quand je vais à la caisse, je paye mon vêtement, mon haut, ma blouse de Zara, 25 €, alors que ma blouse éthique en caisse me coûterait 75 €. Donc on voit que dans les faits, le prix est plus cher, c'est le prix d'achat. En m'informant sur la question, en essayant de trouver des moyens d'expliquer de comment on pouvait changer les mentalités, je suis tombée sur cette explication qui est assez connue, ce terme qui s'appelle le coût d'utilisation. Donc c'est pas le coût d'achat, c'est un coût d'utilisation. Le coût d'utilisation, c'est le prix que me coûte mon vêtement quand je le porte.
Donc c'est vraiment un autre mindset à avoir. C'est un peu compliqué, il faut déconstruire cette idée du prix d'achat. Donc le coût d'utilisation, comme je disais, c'est le prix que me coûte mon vêtement quand je le porte. Et en fait, on se rend compte que quand on calcule ce coût d'utilisation, un vêtement fast fashion ou un vêtement d'une marque durable me coûte le même prix à l'utilisation, voire des fois moins cher. Donc je m'explique. Si ma blouse Zara que j'ai achetée m'a coûté 25 €, mais est faite dans une matière qui ne va pas tenir très longtemps, une matière qui retient les odeurs, qui s'accroche vite, qui peut vite être trouée, je vais peut-être porter cette blouse 5 fois, aussi parce qu'elle est souvent inscrite dans une tendance, voire une micro-tendance. Donc elle va être tendance le mois ou la saison où je l'achète, mais déjà la saison prochaine, c'est déjà plus tendance. Donc peut-être que je vais la porter 5 fois. 25 divisé par 5, ça me fait 5 € par utilisation. Okay. Si ma blouse d'une marque éthique que je paye 75 €, qui a une belle matière, qui a une coupe normalement plus intemporelle, qui va du coup plus tenir dans le temps, aussi parce que comme elle m'a coûté plus cher, je vais y faire plus gaffe, elle aura plus de valeur sentimentale à mes yeux. Imaginons cette blouse, elle m'a coûté 75 €, je vais la mettre peut-être 15 fois parce qu'elle va tenir plus longtemps dans le temps, dans les saisons, dans les tendances. 75 divisé par 15 fois, ça me fait 5 € par port. Donc au final, mon vêtement de fast fashion et mon vêtement de mode durable me coûtent le même prix par utilisation. Pas par prix d'achat, mais en une année, ça me serait revenu en fait au même. Donc ça, c'est la première un peu solution que je mets sur le tapis. Ça marche beaucoup avec les garçons notamment. Parce que, mais c'est vrai, j'en ai parlé avec mon frère, avec mon père. Les garçons ont déjà cette mentalité de mettre un peu plus d'argent pour leurs pièces. Okay. Parce que les marques masculines à la mode sont souvent plus chères, mais il n'y a pas vraiment de raison. Okay. Par exemple, Carhartt, North Face, on n'est pas sur des modes de production qui justifient les prix. Mais pourtant, les garçons achètent un peu moins, mais à des prix un peu plus chers. Et quand j'ai expliqué finalement à mon père un peu toute cette façon de voir le coût de production, lui, ça lui a beaucoup plus parlé. Et du coup, quand on a mis sur le tapis des solutions comme Patagonia, Opal, lui, ça lui parlait. Puis après, s'il y a des gens qui me disent « Oui, quand même, moi, j'aime bien acheter plus de vêtements, je m'en fous un peu du coût d'utilisation », je mets sur le tapis la solution de la seconde main. Ça reste quand même hyper démocratique. Et un vêtement seconde main reste quand même durable. On le remet dans le circuit, on le reporte, on peut le transformer, le mettre à notre goût. Donc moi, quand on me dit que la mode durable, c'est trop cher, voilà, soit on mise sur la qualité et donc on pense coût d'utilisation, soit on mise sur plutôt la seconde main et remettre en circulation ce qui existe déjà pour un prix plus économique. Ok, voilà. C'est intéressant. C'est bien et ça évite de nécessairement devoir avoir le récit écologique ou droit humain qui peut-être touche moins certaines personnes, ouais. et c'est bien. Mais c'est rigolo parce qu'en parlant d'hommes, j'ai été justement à un forum, un super forum, on en parlait un petit peu en off là, en Autriche, et j'ai participé à un workshop sur la fashion durable. J'étais avec les deux fondatrices de Fashion Revolution Austria, qui est chouette, on pourra peut-être en parler aussi tout à l'heure. Je sais qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont faites aussi en Belgique, et je pense qu'ils sont assez forts. Et en fait, on fait le workshop, c'était trop cool. On a été visiter une entreprise de luxe qui se dit sustainable. Alors c'était super parce que après on a pu être critique envers ça et les niveaux des personnes qui étaient avec moi étaient super différents. Mais c'était trop bien, franchement. Et puis on a fait un atelier d'upcycling. Enfin, c'était vraiment trop cool. J'ai fait mon petit tote bag. Et un truc qui m'a vraiment marqué pendant une des discussions qui disait. Donc on est à cette grosse conférence où en fait on parle de droits humains, de démocratie, de climat, enfin voilà, de plein de sujets. Et quand soit les animatrices, donc Sabina et Nadine, soit les étudiants et étudiantes comme moi, on parlait de ça. Moi je ne l'ai pas vécu personnellement, plutôt l'inverse d'ailleurs. On pourra l'analyser, voir si c'est intéressant. Eh ben, les gens étaient là en mode « Ah, c'est trop mignon, votre truc de fashion », comme si la fashion n'était pas un gros problème au niveau de la crise écologique, etc. Alors que de mes connaissances à moi, c'est un gros problème qu'on a. On produit beaucoup trop de vêtements, la plupart finissent enfouis ou brûlés, etc. Et en termes d'émissions, je pense que c'est quand même conséquent. C'est énorme. C'est limite plus que l'aviation, un truc comme ça. Je pense que c'est... Attends, c'est plus que les transports aériens et maritimes en termes d'émissions de carbone. Donc c'est énorme. Donc ma question pour toi, c'est comment ça se fait que dans la perception, et peut-être même plus des hommes que des femmes, ça je ne sais pas, ce soit un peu le sujet de côté en mode non mais... C'est pas important, on va parler d'énergie, on va parler d'alimentation, et je dis pas que ceux-là sont pas importants, je dis juste, c'est marrant quand même, alors qu'on s'habille tous les jours, c'est ça. Tu vois, comme tu disais. C'est ça, mais c'est vrai que c'est particulier, et je pense que
on parle d'abord des besoins primaires, se nourrir ou se laver, se loger, donc se fournir en électricité. Alors que la mode, et moi c'est ça que je dis aux gens qui se sentent un peu pas concernés, nous concerne tous. Quand on met un vêtement, tout le monde s'habille. À moins que tu ailles au travail nu, tu es habillé, donc tu portes un message politique. Parce que quand on croise quelqu'un dans la rue, sans qu'il parle, on a déjà un a priori, un message sur cette personne qui nous est renvoyé par rapport à son habillement. Et donc je pense que des fois les gens se sentent trop déconnectés par rapport à ça, où ils disent ouais mais moi la mode c'est pas ma came donc ça me concerne pas. Si, tu t'habilles le matin, tu portes quelque chose que quelqu'un a fait, localement ou à des milliers de kilomètres. Donc si, ça nous concerne tous. Et je pense que de plus en plus de gens se sentent concernés, mais c'est vrai que par exemple, comme tu dis, le milieu masculin est un peu plus compliqué, je trouve, des fois à toucher. Parce que c'est un peu, oui, mais bon, les fringues, c'est un truc de meuf. Bah non, on est tous concernés. Donc ouais, quand on me dit ça, je dis que c'est totalement faux, que ça nous concerne tous, parce qu'à partir du moment où tu t'habilles le matin, tu es concerné. Donc tout simplement, tu portes un acte politique sur toi. Donc à toi de vouloir d'avoir un acte politique qui correspond à tes valeurs. Ça te tient à cœur. Voilà. Et en parlant d'acte politique, est-ce que la chemise ou un des vêtements que tu as sur toi, c'est un acte politique aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ça, par exemple, c'est une chemise d'homme que j'ai upcyclée. Une chemise d'homme que j'ai chinée, où j'ai raccourci les manches, la longueur, je l'ai resserrée à la taille. Ça m'a prouvé que je pouvais de nouveau transformer quelque chose et lui donner une nouvelle vie. Mon jeans, je l'ai chiné en brocante pour 3 € alors que c'est un Levi's. Et mes chaussures, je les ai chinées en brocante. Je ne suis pas fière de la marque et je suis beaucoup en opposition parfois à me dire je chine des baskets. Donc moi, ça me va parce que je les achète en seconde main. Mais quand on me croise dans la rue, il n'est pas écrit sur ma tête c'est chiné. Donc je reste porteuse de cette marque. Donc j'aimerais bien aller au-delà de ça et d'avoir en fait d'investir soit que dans des chaussures de marque durable. Mais en même temps, économiquement, c'est intéressant de les remettre en circuit. En vie. Et pourquoi pas mettre juste une étiquette dessus ou un message. Je suis chinée. Mais c'est une vraie problématique et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est il y a des paradigmes un peu partout ou des paradoxes. Mais voilà, moi je reste open à cette question, j'en parle souvent d'ailleurs sur les réseaux, de se dire bon, c'est seconde main, mais on reste porteur du message, alors comment être en accord avec tout ça? Je me pose encore la question. J'ai pas fini mon chemin. Tout à l'heure, tu parlais de tes ateliers. Tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe, si on veut s'inscrire et tout, comment ça marche? Alors, The Upcycling Lab, c'est pas que des ateliers, c'est vraiment un projet qui se veut hybride, on va dire ça comme ça. Donc, on est sur la revalorisation textile, ça c'est sûr et certain. Et en fait, moi, c'est ma passion. Donc, vraiment revaloriser un textile, que ce soit un rideau, une nappe, des vêtements vintage. Et j'avais tellement cette passion qui me prenait que je me suis dit ok, j'ai envie de la partager aux autres. J'ai pas envie de juste faire des vêtements que je vais vendre. J'ai envie que ce soit aussi quelque chose qui ne soit pas que matériel. Donc j'ai décidé d'abord de commencer par des ateliers. Donc transmettre ma passion pour upcycler aux gens et après eux repartent avec des compétences que eux vont pouvoir retransmettre ou appliquer à des choses à eux. Donc ça fait 3 ans là qu'on donne des ateliers toutes les semaines. Je donne ça avec ma maman. C'est elle qui m'a transmis l'amour de coudre, qui m'a passé sa machine à coudre. Et tout simplement, quand je lui ai dit que j'allais commencer à donner des ateliers, elle m'a dit « mais tu vas pas faire ça toute seule ?» Je dis « pourquoi pas ?» Elle m'a dit « tu vas pas t'en sortir ?» Je dis « tu veux voir ?» Elle m'a dit « si, tu peux le faire, mais je vais t'aider. » Donc on donne ça chaque semaine. On a donné ça aussi pour des événements, par exemple chez Oxfam, quand ils faisaient des journées de sensibilisation, à divers événements. Donc l'idée, c'est de transmettre aux gens la passion de coudre, de transformer des vieux tissus. Parce que soit les gens peuvent venir avec leur propre tissu, soit j'en fournis, vu qu'en fait, j'adore chiner. Mais l'idée aussi, c'est d'activer un levier psychologique pour leur dire « Ah, tu vois quand même comment c'est compliqué de coudre tout simplement droit. » Ou quand ils sortent de l'atelier, ils ont un peu la tête comme un son en mode « Wow, c'était du travail. » Et en fait, ça leur fait prendre conscience de la valeur d'un vêtement. Parce que du coup, quand ils sortent avec la pièce qu'ils ont faite, donc on fait principalement des vestes sans manches pour montrer qu'on peut être à la mode avec un produit quand même facilement réalisable en 3h30 si tu n'as jamais cousu. La pièce avec laquelle ils sortent, ils sont tellement fiers, elle a tellement de valeur que je leur dis bon du coup tu l'as faite donc elle a de la valeur, mais les vêtements que tu as déjà ils ont aussi beaucoup de valeur. Donc ça c'était le levier psychologique qu'on fait aussi beaucoup avec les enfants.
Ensuite, il y a le volet sensibilisation, donc en entreprise, team building, conférence, on vient parler de, enfin là c'est moi qui le fais, de mon parcours dans la slow fashion, de ce qui se passe actuellement et des solutions qui existent, et d'aussi faire partager divers employés sur les solutions qu'ils mettent en place. Et finalement, maintenant ma marque que j'ai, on va dire, officialisée cet été, mais je vendais en pop-up depuis 2-3 ans, et donc là je fais des pièces quand même parce que j'adore faire ça, que je vends, qui sont uniques. J'essaie d'avoir un prix quand même démocratique, sinon ça n'a pas trop de sens pour moi. Et là, j'ai lancé mon e-shop en juillet, parce que je vendais que en pop-up, un peu syndrome de l'imposteur, tout ça. Et puis voilà, le projet. Ça s'appelle comment? Je t'ai même pas au courant. The Upcycling Lab. Ah, c'est toujours le même. C'est la marque du coup. Ouais. Ok, bon, on mettra tout ça en description. N'hésitez Faire pas. la pub. Ouais, je dois faire un nouveau drop parce que c'est bien parti, mais ouais, ça c'était un chouette. Félicitations. Merci. Je suis content que tu aies ces 3 trucs-là. En parlant de ressources et tout, tu parlais de solutions qui existent. Tu sais, je travaille un peu sur la question des nouveaux récits, et l'idée de ces échanges ici sur Autrement, c'était aussi ça, c'était d'offrir l'espace, mais de montrer qu'il y a plein de personnes qui travaillent sur des solutions, mais je voulais le faire passer le message par des récits personnels. Donc c'est pour ça que je te posais ces questions sur toi au début. Je pense que ça peut peut-être inspirer d'autres. Est-ce que tu as justement d'autres solutions, d'autres exemples de personnes qui réinventent déjà des manières de s'habiller, etc., que ce soit en Belgique ou ailleurs? Ah, mais il y en a plein, il y a tellement de projets. Je trouve ça génial, justement, les réseaux sociaux pour ça. C'est tu vois le nombre de solutions qui existent dans le monde. Mais je vais parler plutôt de Belgique, Bruxelles, parce que sinon, on est encore là demain. À Bruxelles, il y a énormément de choses qui se font. Déjà, il y a pas mal de marques d'upcycling. On a Maison qui font des pièces d'upcycling avec des tissus récupérés de chaque endroit de la maison, donc la salle de bain, le grenier, etc. On a Loose by Loose qui utilise par exemple des bâches publicitaires, voilà. On a Retro Reset qui fait des vestes à partir de couvre-lit. Franchement, il y a énormément de marques, je pourrais te les donner pour les mettre un peu en barre d'infos. Après, il y a d'autres projets comme Reuse Fabric et la Green Fabric, qui eux sont des merceries seconde main qui récupèrent plein de tissus, plein de choses pour en fait pouvoir coudre et qui les revendent. Ils donnent aussi des ateliers, ils aident des marques à produire des séries de vêtements, d'accessoires, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, je réfléchis. C'est déjà pas mal. Ouais, ça c'est déjà génial. Mais au Grand Hospice, en vrai, là où j'ai mon atelier, on est plein de créateurs, créatrices à faire des choses. Et j'avais lancé un podcast qui s'appelle Refait, où en fait j'étais à la rencontre de plein de gens qui font bouger les choses dans le milieu de la mode, qui refont du nouveau avec du vieux. Donc je pourrais te le passer si jamais tu veux. Je découvre des trucs, je découvre plein de trucs. J'ai arrêté il y a plusieurs mois, mais j'ai laissé les épisodes parce que c'est trop chouette, ça a mis en lumière des chouettes créateurs, créatrices. Pour moi, YouTube et Spotify, ce qui est bien, c'est que ça a vraiment un aspect plus pédagogique, je pense, sur le long terme, comparé peut-être aux réseaux sociaux où en fait le contenu il est vite, là, il disparaît vite. Il disparaît un petit peu plus facilement. On va plus en profondeur. Et donc tu voulais rajouter un truc sur les vêtements de location ou pas nécessairement? Non, t'inquiète. En vrai, non, t'inquiète. Je l'ai dit dans les solutions, c'est ok. En plus, le truc de location que je connaissais bien a fait faillite, donc c'est un peu dommage. Ouais, Coucou, qui louait toutes les robes de soirée. Ah, ça existe pas. Ouais, non, donc du coup un peu triste et j'ai pas d'autres solutions pour l'instant belges à donner. Donc, moi j'ai vu un truc de location de vêtements pour bébé, genre à Liège, mais je suis pas sûr que ça Tell Me, c'est pas ça? Je sais plus le nom, j'ai vu il y a longtemps. Ouais, mais il y a même sinon Demain, qui est un site en ligne que de vêtements seconde main pour enfants. Trop chouette aussi. Trop bien. Ouais. Ça, on mettra aussi en description du coup. Bah oui, et je leur fais des petits gilets pour enfants upcyclés qu'elle vend aussi sur son site. Mais trop chaud. C'est hyper mignon avec les chutes de l'atelier. Putain, c'est trop bien. Mais oui, j'ai cru comprendre ça aussi l'autre jour qu'il y a quand même pas mal de chutes en fait quand les vêtements sont faits. Ouais. Mais du coup à l'atelier, comme on garde tout, s'il reste une chute assez grande pour faire, donc d'abord c'est gilet adulte ou pièce pour adulte. Si après c'est assez grand pour faire gilet enfant, on garde pour gilet enfant. Si c'est trop petit pour gilet enfant, ça part sur moufle ou the téléphone, tu vois, avec le fil. Si c'est trop petit pour ça, ça part en carte de visite. Parce qu'on fait les cartes de visite avec les chutes. Si c'est trop petit pour ça, j'aimerais bien trouver une entreprise qui broie les chutes pour en faire de l'isolation sonore ou tu vois, pour la chaleur. Ouais. Donc si appel à une entreprise qui fait ça, parce que je garde en fait les chutes. Il y a le festival du Van qui vient les chercher chaque année pour faire des petites banderoles pour leur déco, mais à terme, j'aimerais bien quand même avoir
une grosse entreprise qui pourrait les récupérer pour les broyer, faire du rembourrage ou des choses comme ça. Ouais, j'allais dire faire de la mousse. Mais en fait, j'ai déjà testé. Si tu rembourres un coussin avec des chutes de tissu, ça te donne un truc hyper lourd et pas très confortable. Genre, c'est pas aérien comme on pourrait penser. Parce qu'en fait, c'est assez dense. Donc, j'essaye de trouver des solutions. Si quelqu'un nous entend, Répondez à l'offre. répondez à l'appel à l'aide. Comme tu sais, peut-être, j'aime bien finir ces interviews avec 2 questions. La première, c'est qui est-ce que tu veux voir dans ce siège à ta place? Alors, j'avais 2 candidats en lice. Ouais. Mais je pense que ça peut être sympa. Bon, ça va faire un peu love to love, mais mon copain, Quentin Hennet, il a un super projet qui s'appelle Easy Done, où en fait, il vide des biens et il revalorise ce qu'il trouve en location pour des festivals, pour des clips ou pour plein de choses. Donc, il loue son mobilier seconde main. Il revalorise au max et il fait même des scénographies pour des fêtes, des festivals, etc. Et il revend aussi tout ce qui est en fait tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Et c'est assez cool, je trouve, parce que ça touche à la déco, à un monde qu'on connaît pas bien, je trouve le vide-maison. Enfin, moi, je connaissais pas trop ce monde-là. Et en fait, il y a énormément d'impact dans tout ce qui est déchets ménagers. On se rend pas compte et c'est trop chouette ce qu'ils font avec leur équipe. La revalorisation, l'upcycling. La location de mobilier seconde main, un peu comme un festi-rent, mais durable. Donc moi, je trouve ça trop chouette. Et d'avoir un garçon aussi qui prône des valeurs comme ça. Donc voilà. Trop bien. J'espère pouvoir l'inviter un jour. Et tu veux nous parler de ton deuxième candidat ou pas? Oui, mais je pense que tu l'as d'office sur ta liste. Good Morning Lo. Laurie. Non, elle n'était pas encore sur ma liste. Ah, ben voilà, Laurie, je la trouve hyper informée, hyper intéressante, très active et activiste. Donc voilà, on se retrouve souvent sur les mêmes panels. Alors, ma collègue, ta collègue de cœur aussi. Oui. Les choix de cœur, j'adore. Voilà. C'est trop bien. Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais faire passer à nos éditeurs et éditrices aujourd'hui? Un dernier message. J'ai peur d'être un peu bateau ou un peu Miss Belgique. J'ai envie de dire que n'ayez pas peur de changer vos habitudes, qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et qu'il n'y a pas de petits gestes, que chaque geste compte et que chaque petit geste peut avoir un effet papillon et on ne se rend pas compte. Parce que je pense que beaucoup de gens se disent mais si moi ça ne va rien changer si je change juste ça, si ça va impacter beaucoup de gens autour de vous qui vont impacter d'autres cercles et ainsi de suite. Donc voilà. Je pense qu'on en est 2 exemples, non? Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci à toi. Merci à toi pour ces chouettes questions et cette belle interview. À bientôt, Julie. À bientôt.